C'est un miracle en fait dans l'ère Star Wars actuelle, je pense, et malheureusement je pense qu'on reverra pas quelque chose de cette qualité dans cet univers avant longtemps, voire même très longtemps. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur, il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banane. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, le format critique de l'analyse sortie, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va toi? Ça va, on parle de Star Wars pour la deuxième fois de l'année, et la dernière fois de l'année, je pense, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, il me semble. À part si tu veux faire Star Wars Vision, mais non. je pense pas. Mais du coup, la prochaine fois qu'on se revoit pour parler de ça, c'est Mandalorian et Grogu, il me semble. Logiquement, oui. Parce que Ahsoka saison 2, je pense pas que ça sortira avant. Genre qui sera sur la prochaine série, donc ouais, forte chance que ce soit ça. Donc c'est bien Andor saison 2, le dernier truc qu'on a de Star Wars avant un moment. Et bah voilà, on va rentrer dans l'art. Bon, Andor, c'est un préquel au film Rogue One, qui est lui-même un préquel au film Star Wars, qui est lui-même une suite. Non, c'est le mec qui s'arrête plus. Non, mais voilà, Rogue One, c'est un peu ça qui a démarré tout Andor en fait à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu pensais un peu de Rogue One quand il est sorti en 2016, il me semble, à la fin de l'année? T'avais plutôt aimé? Ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Il y avait la fameuse scène de Vador dont on parlait avec, qui était incroyable et tout. Non mais oui, c'était chouette. Il y avait des persos très charismatiques, je trouvais. Moi j'aimais bien l'équipe. Et il y avait aussi une planète un peu différente de d'habitude, avec la planète tropicale. Ça donnait un truc un peu différent. Puis il y avait le côté gigantisme aussi de Gareth Edwards qui était là, et ça donnait des trucs assez fous, je trouve, sur des stations spatiales, etc. Et ouais, j'avais beaucoup aimé moi ce film-là. Bah c'est vrai que en fait dans l'espace la notion d'échelle elle est difficile à comprendre, parce que bah il y a pas grand chose en fait pour comparer les éléments entre eux, c'est-à-dire à part voilà, et du coup il avait vraiment réussi à nous mettre en lumière la différence d'échelle des vaisseaux, des personnes vis-à-vis des vaisseaux, vis-à-vis du grand destroyer, vis-à-vis de l'étoile noire et tout ça. Il superposait les éléments pour nous bien faire en compte de l'échelle des choses, et c'est vrai qu'il était très fort, Gareth Edwards, pour avoir fait ça. Et c'est vrai que le film a plutôt de la gueule, et c'est un film de guerre quoi en fait. Rogue One, pour le coup, c'est un film de SF évidemment, mais c'est qu'il y a un côté un peu terre à terre déjà qu'on retrouvera un peu dans Andor, mais un côté un peu terre à terre, film de guerre, voilà, des fois avec de la caméra embarquée, etc., qui était assez impressionnant visuellement pour le coup. Et moi oui, j'avais plutôt aimé Rogue One, c'est peut-être même mon film préféré de l'ère Disney, comme on dit. J'avais beaucoup aimé les personnages secondaires, même le perso principal était pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y avait ce personnage joué par Donnie Yen qui est un croyant à la force, qui est un aveugle croyant à la force. J'avais beaucoup aimé cette là, K2SO évidemment, toute cette rangée de personnages, et c'est vrai que le film est assez impressionnant. Et oui, la scène de Vador et tout, ça m'a fait c'était assez impressionnant, même si on sentait les reshoots quand même, parce qu'il y a beaucoup de reshoots sur Rogue One, et ça se sentait surtout au début, j'ai l'impression, où il y avait beaucoup de changements de lieux, etc. C'était un peu brouillon, voilà, qu'on retrouvait un peu ce truc là, mais sinon oui, moi je trouvais que c'était plutôt une réussite, Rogue One. Après je l'ai pas revu depuis 10 ans maintenant, donc peut-être il est temps de le revoir après avoir vu de toute façon les 2 saisons d'Andor qui connectent directement avec Rogue One, et surtout qu'on retrouve des personnages de Rogue One dans la saison 2 d'Andor, à savoir Ben Mendelsohn qui jouait Chronique, et K2SO, et Saw Gerrera aussi, Forest Whitaker, qui était déjà dans la saison 1 mais qui est dans Rogue One. Et ensuite a été annoncé un peu rapidement après une série télé, la deuxième série télé annoncée, parce que je crois que Mandalorian était annoncé avant, il me semble, Andor, mais peut-être je dis n'importe quoi, mais je pense que oui, parce que c'est sorti avant. Ça a dû être annoncé assez vite, t'as raison. Ouais. Et au début, c'est parce que là, on sait que c'est Tony Gilroy qui est derrière la série Andor, mais au début c'était pas lui, il me semble, je crois que c'était quelqu'un d'autre. Il me semble, et qu'après il est venu sur le projet pour écrire, je crois, pour faire 2-3 épisodes, et au final il s'est retrouvé à faire toute la série. Il s'est retrouvé à tout refaire. Ouais, je crois que c'était un peu ça l'histoire, et à devenir le showrunner, etc. Et je pense que c'était plutôt une bonne idée, parce que Tony Gilroy, qui est le frère de
Dan Gilroy, voilà. C'est un mec qui a fait beaucoup de ces trucs d'espionnage. En fait, il est connu pour avoir scénarisé la saga Jason Bourne dans les 3 premiers. Et il a réalisé le Bourne Legacy là, mais bon, c'était pas la folie, on va pas se dire. Mais voilà, il a écrit des genres de récits d'espionnage, etc. Donc et c'est lui aussi qui a beaucoup aidé sur les reshoots de Rogue One. Hein. C'est lui en grande partie qui les a fait, en tout cas qui les a écrits. Donc du coup voilà, il a un peu chapeauté tout ça et ça nous a donné Andor saison 1. Et est-ce que tu te souviens en 2022, est-ce que tu attendais la série Andor? Curieux, mais en fait c'est une série, tout le monde disait ouais. Pourquoi faire ça? Tout le monde était en mode on s'en fout, une série sur Andor, on préfère une série sur Obi-Wan. Et l'avenir nous a donné tort. Mais c'est pas sur le coup c'était pas la série la plus attendue, c'était une vraie surprise hein, saison 1. Ouais, après le truc c'est que la série elle a été un peu rejetée, je crois, de base à la base. Elle a trouvé une fandom par la suite, hein, tu sais, avec le temps, etc. Mais c'est vrai qu'au début, même moi, j'étais en mode, déjà Star Wars, je m'en foutais, j'en pouvais un peu plus après la fin de la trilogie, etc. Et là, j'étais en mode, franchement, faire une série sur Cassian Andor, qui est pas, franchement, dans le film, qui est pas du tout le personnage qui m'intéressait vraiment dans le film. En plus, c'est pas le personnage principal du film. D'ailleurs, il y en a, ils regardent, tu sais, qu'ils ont regardé Rogue One après Andor, ils sont en mode, ah mais merde, c'est pas le personnage principal. Ils sont un peu dégoûtés, tu sais. Bah, c'est ça aussi, parce que tu te dis, mais Cassian Andor dans le film, en plus, c'est même pas le perso que t'aimes le plus, c'était dans les persos secondaires et tout. J'étais un peu en mode, mais je suis assez perplexe et tout. Et on se demandait effectivement pourquoi faire une série là-dessus. Donc moi, j'ai rattrapé la série Andor, puisque Ista nous a fait la propagande pendant 1 an au moins. Pour le coup, pour avoir et du coup, j'ai vu la série, effectivement, c'est la meilleure série Disney large, en fait, hein, assez largement. Pour le coup, même si Mandalorian, c'est sympa, mais je trouve que Andor, c'est quand même un cran dessus. Et j'ai un peu l'impression que Disney a pas trop regardé ce que la série racontait, un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont eu les mains libres pour faire un peu ce qu'ils voulaient, parce que c'est vrai qu'elle dénote tellement avec les autres séries, Star Wars, pour le coup, dans le ton, dans comment c'est raconté, etc., le format d'épisode, c'est tellement un peu à part que j'ai l'impression que Disney s'en est un peu foutu de cette série, et du coup ils ont un peu pu faire ce qu'ils avaient envie de faire, Tony Gilroy, etc. Et c'est vrai que comme l'a dit, la série ressemble pas à du Star Wars, et c'est ça que je pense qu'a repoussé des gens dans les 3 premiers épisodes. C'est-à-dire que c'est plus sombre, c'est plus froid, c'est plus terre à terre, le côté SF est pas plus appuyé que ça, tu vois, et ça s'intéresse aux gens normaux, entre guillemets, aux gens normaux de l'univers, quoi, c'est-à-dire qui font des choses normales, quoi, c'est-à-dire des gens qui sont pas des Jedi forcément, des sous-traitants, quoi. C'est ça, mais même du côté de l'Empire, tu vois, il y a beaucoup de sous-traitants, que ce soit du côté de l'Empire ou des Résistants, c'est des gens un peu lambda, j'aime pas du tout dire cette expression, des personnes lambda, mais en tout cas des personnes qui sont pas des Jedi, des super-héros ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Et ça, c'est une série qui nous permet vraiment de comprendre comment les gens vivaient sous l'Empire, parce que même les séries Star Wars ou les trucs qui se situent pendant la période où l'Empire est à son pic, ils s'attardent pas vraiment sur comment l'Empire traite les gens ou quoi, tu vois, c'est pas très très poussé. Et là, pour le coup, c'était pour une fois une série qui poussait vraiment ce côté-là. Pourquoi l'Empire est un système horrible, voilà, la série te l'explique pas mal, comment la résistance s'est formée, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté non manichéen, en fait, de la série, que ce soit du côté des résistants ou de l'Empire. Enfin, il n'y a pas de bon, de méchant vraiment, même si l'Empire est un système, assez machiavélique, etc. Les personnes qui le constituent sont pas forcément des gros méchants, etc., quoi. Et voilà, c'était pour une fois une série qui fait pas du fan service, parce que voilà, quand tu regardes Ahsoka, les autres trucs, série qui a pas mal de clins d'œil, ils sont obligés d'utiliser le lore, etc. C'est vraiment une série qui a une histoire à raconter, etc., contrairement à Obi-Wan qui sont horribles. Et par contre, dans les défauts, c'est vrai que c'est un peu poussif et ennuyeux au début, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'investir dedans. Moi, j'ai eu quand même pas mal de mal dans les 5 premiers épisodes, même si c'est pas nul, hein, mais c'est qu'il faut vraiment se mettre dedans. La série, elle a son propre rythme, mais elle se déploie vraiment avec le temps, même si ça prend un peu trop de temps à se mettre en place, je trouve. Mais c'est marrant parce que Rogue One aussi, le début est un peu foutraque, c'est ça qui est un peu marrant, donc il y a peut-être un peu un truc similaire. Après voilà, je trouve que à la fin, les 6 derniers épisodes sont vraiment superbes, et on va voir tout de suite si la saison 2 maintient l'intérêt à ce niveau-là et maintient le niveau. On a combien de budget pour la série, hein? On a un budget de 515 millions de dollars, donc 21 millions par épisode, c'est quand même assez énorme. Hein. C'est ça, donc 2 saisons qui ont coûté la peau du cul, donc 250 millions de dollars, etc. C'est une des plus grosses séries Star Wars, même dans l'univers Star Wars, c'est énorme. Hein. Oui, parce que généralement c'est plus vers les 200 millions, je pense, il me semble, sur Ahsoka, tout ça. Moi j'avais entendu qu'à la base ils voulaient faire 5 saisons,
Oui, possible, oui. Mais au final, ils ont décidé d'en faire 2 en commun accord avec Disney parce qu'ils se sont dit, après les acteurs vont devenir trop vieux et tout, et comme c'est une préquelle à Rogue One. Oui. Et puis ça allait être interminable, hein, pour le coup. Surtout que ça prend du temps à être fait parce que la série est tellement chère et tout. Je pense que ça aurait pris du temps de faire toute cette série, etc. Et puis vaut mieux partir à son prime, comme on dit, que partir au moment où ça devient de moins en moins. Même si ça se trouve, ça aurait été bien, mais voilà. Là, je suis content que s'il y ait eu 2, peut-être tu auras pas dit non à une 3e saison, mais voilà, que ce soit pas trop long non plus, quoi. Faut pas déconner. Bon, Ista, on va passer à la critique. C'est parti. Il y a un avenir ici. Pour ceux qui osent. Bienvenue dans la rébellion. Pour nos protagonistes issus d'horizons divers, le moment est venu de renforcer leurs relations, dans une période où la guerre se fait de plus en plus imminente et où Cassian devient un élément moteur au sein de l'Alliance rebelle. Personne ne sera épargné, mais à mesure que les enjeux s'intensifient, trahison, sacrifices et conflits d'intérêts se multiplient, Diego Luna, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Adria Arjona, Geneviève O'Reilly, Denise Gouy, je sais pas comment dire son nom, je suis désolé, mais G-O-U-G-H. En français, on connaît pas ça. C'est pas possible. Ça n'existe pas, cette sonorité. Ista, la traditionnelle question, tu la connais. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Andor saison 2? Ça reste la meilleure série Star Wars, largement. Y a pas de débat, je trouve que c'est largement au-dessus. Comme t'as dit, ça reste aussi même sur le format et tout, c'est tellement différent des autres. On est à 12 épisodes. Contrairement, généralement, ils en font 8. C'est assez proche des autres séries qu'on a sur les autres networks, quoi. Moi, j'ai eu un petit souci avec la série avec la saison 2, dans le sens où, en fait, la saison 1, je l'ai vue il y a 3 ans. Et ça a été dur pour moi de me remettre dedans, de me rappeler de tous les personnages et tout ça. C'était compliqué de me remettre dedans, j'avoue. Moi, il y a eu des moments où je me suis un peu ennuyé. J'ai trouvé ça un peu long, des fois, certains épisodes. Parce que tous les épisodes font bien 1 heure, hein. Il y a pas vraiment d'épisodes courts, mais ça reste quand même de qualité assez folle, et j'ai adoré l'enchaînement 7, 8, 9, que je trouve que est le moment le plus fort de la saison 2, personnellement. Là où le final, je le trouve bien, mais je suis pas autant, j'ai entendu des gens dire qu'ils ont pleuré sur le dernier et tout. Bon, moi, non, mais j'ai trouvé ça bien quand même. Donc voilà, c'est une très bonne série, ça reste la meilleure série Star Wars, même la meilleure série Disney, parce que même c'est au-dessus des séries Marvel aussi, hein. Diego Luna, il est super, tous les acteurs sont super, ceux qui jouent, que ce soit l'Empire ou la Rébellion. Ça nous fait aimer des actrices comme l'actrice de Bix, voilà. Maintenant on va la voir, on va dire c'est Bix. Enfin voilà. Et ouais, mais c'était super, et c'est une vraie réussite. En plus, il y a ce côté très politique de la série que moi j'aime beaucoup, et qui est toujours là, quoi. Donc avec la résistance, il y a des résistants un peu français et tout là. Il a dit Tony Gilroy, il a dit que c'est inspiré de la résistance française et tout, et c'était intéressant, quoi. Donc ouais, c'est la meilleure série Disney, sans aucune concurrence. Voilà. C'est un miracle, en fait, dans l'ère Star Wars actuelle, je pense. Et malheureusement, je pense qu'on reverra pas quelque chose de cette qualité dans cet univers avant longtemps, voire même très longtemps. Et j'avoue que ça me peine un peu, parce que en fait, c'est tellement au-dessus de la mêlée. Et bon, je sais pas après ce qui s'annonce, hein, ça se trouve ce sera bien, hein, le film de Sean Levy. J'y crois pas. mais voilà, je pense qu'on reverra pas un truc comme ça aussi bien pensé, en fait, parce que il y a toujours le même genre de structure, en fait, dans la série, pour le coup, mais c'est vrai que en fait, quand la série se déploie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des setups, c'est pas un setup payoff bête et méchant, mais c'est-à-dire qu'il y a une vraie progression, en fait, à chaque arc, en fait, du récit, et ça amène toujours des questionnements hyper intéressants, et il y a des moments hyper forts, en fait, qui ne marchent que s'il y a eu un gros travail avant de préparation, etc. C'est pour ça que je parle de setup payoff, mais c'est pas dans le sens qu'on pense, tu vois, genre un fusil de Chekhov ou quoi. Moi, j'adore ce qu'ils ont fait, en fait, des personnages. En fait, c'est ça vraiment la force de Rogue One, j'allais dire, de Andor, c'est-à-dire de se concentrer vraiment sur l'intime, sur ces personnages qui sont pas des héros, qui sont pas, que ce soit dans l'Empire ou dans la Résistance, c'est pas des héros, c'est pas c'est des gens normaux, quoi, en fait, qui décident de prendre les armes, ou des gens qui sont dans un système un peu oppressif, un système même fasciste, et voilà, qui se rendent pas compte qu'ils le sont et qui suivent les ordres, etc. Et moi, c'est ça que
j'aime bien avec Andor, c'est les petits moments de vie, quoi. C'est-à-dire que on suit les personnages qui mangent, qui discutent de leurs problèmes, etc. Et puis évidemment le côté espionnage, c'est-à-dire que tous les personnages jouent un genre de rôle, se cachent. Il y a pas mal de moments, surtout au début, parce qu'après ça pète évidemment à la fin. Mais en tout cas où les personnages savent pas s'ils vont se faire trahir, ils savent pas si les persos sont avec nous, du coup ils font que de chuchoter, se cacher dans des couloirs, etc. Et puis en termes de mise en scène, on va en reparler après, mais c'est quand même bien plus intéressant que beaucoup de séries, voilà quoi. Alors parlons d'un truc par contre qui est resté et qui là est beaucoup plus assumé, c'est la structure en 3 épisodes, c'est-à-dire qu'on a eu la série a été diffusée en salve de 3 épisodes, voilà, et chaque salve de 3 épisodes représente un arc Ista. Le fait d'avoir 3 épisodes à chaque semaine, j'ai l'impression que la série passait super vite déjà. Moi, je pense que j'ai quand même préféré quand même quand ils avaient fait à l'époque, ils avaient fait 3 épisodes pour la première salle, mais après c'était un par semaine. Et je sais pas, je suis pas spécialement convaincu de cette formule-là, mais bon, après c'est un choix quoi. Ouais, moi j'ai plutôt aimé parce qu'en fait ils ont été construits comme ça quoi. En fait les 3 épisodes, c'est-à-dire que ils se suivent et je me dis putain si je m'étais tapé le premier épisode, une semaine de 3 arcs, parce que comme j'ai dit, enfin pour moi ça marche, il y a une certaine structure quoi, il y a une vraie progression en fait dans les 3 épisodes, et je me dis putain si je me tapais un épisode, enfin le premier genre l'épisode 4 tout seul et qu'il y avait pas les autres après et tout, je me dis peut-être que peut-être ce serait un peu long, etc. quoi. Mais là c'est plus assumé parce qu'il y a un an d'écart entre chaque arc. Alors c'était pas le cas dans la saison 1. C'est ça, bah là c'est ça, même s'il y avait une structure un peu similaire, genre les 3 premiers, les 3 après qui suivent et tout, il y avait un truc un peu comme ça, mais c'est vrai que là ici c'est vraiment démarqué, enfin voilà, c'est chaque année jusqu'à la dernière année où on est juste avant Rogue One pour le coup, et bah, on voit qu'on change d'autres formats classiques en fait directement. Là on a l'habitude d'avoir des genres de films découpés, tu sais, dans beaucoup de genre Obi-Wan ou des trucs comme ça, des séries en 6 épisodes, et au final en fait tu sais, t'as le premier c'est l'exposition, puis le deuxième au final il va partir à l'aventure, puis l'épisode 3 c'est l'épisode enfin voilà, tout le monde les connaît, c'est en 3 actes par 2 épisodes quoi. C'est à peu près ça. L'épisode combat, l'épisode truc, enfin c'est structuré comme ça. Ici, il y a un vrai souci du détail à ce niveau-là, quoi. Et même si je suis d'accord, c'est un peu redondant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis, ok, bon, voilà, on a vu les 3 premiers épisodes, après on aura les 3, ceux d'après, voilà, ça peut être un peu redondant ce truc-là. Je trouve que cette mise en place, en fait, elle permet des payoffs hyper entraînants, quoi. C'est-à-dire que chaque fin d'épisode 3, ça te met tout de suite dans un mood, je pense à la danse à la fin de l'épisode 3 de cette saison, ou évidemment enfin tu vois tout ce qui suit après, l'épisode 6, l'épisode 9 ou mode ma part et tout il y a vraiment une progression naturelle, je trouve, dans chaque arc qui est vraiment hyper intéressante quoi. Après évidemment ça fait toujours ça, c'est qu'il y a des arcs moins intéressants que d'autres, forcément, voilà, mais je trouve que la série elle est assez bien, c'est-à-dire que les premiers épisodes, enfin les 3 premiers pour moi c'est les moins intéressants, tu vois, et il y a un genre de plutôt une progression, tu vois, même si 7, 8, 9 c'est peut-être ceux que je préfère aussi, enfin les 6 derniers épisodes sont quand même meilleurs que les 6 premiers pour moi, tu vois, dans ce que ça raconte, donc tu vois il y a une vraie progression aussi, c'est pas comme si genre les 3 premiers étaient bons puis après 2 d'après étaient pas bons puis après c'était bon, enfin tu vois il y a au moins une progression en termes d'intérêt et de qualité quoi, au moins. Moi j'ai eu un peu du mal avec les 4, 5, 6, je sais pas trop pourquoi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Après c'était très long, c'est peut-être pour ça. Oui, après c'est marrant parce que les 4 arcs du coup sont assez différents, même si on retrouve nos personnages, c'est-à-dire qu'on a le premier où on retrouve nos persos bloqués en fait dans des positions assez spéciales. Voilà, Andor qui est bloqué sur une planète pendant 2 épisodes pour le coup. La deuxième c'est vraiment l'arc d'espionnage quoi, par excellence, 3 épisodes où juste il y a que des jeux de dupes entre l'Empire et la Résistance. Le 3e ça pète, voilà, vraiment ça pète de tous les côtés, et le 4e c'est l'épilogue en gros qui va suivre ce qui a pété en fait dans l'épisode d'avant, même si il y a un côté hyper intimiste je trouve dans le 4e arc. Et toi c'est lequel du coup ton préféré? C'est le 3e où ça part en couille? C'est celui où ça pète ça pète de partout, c'est oui je trouve que c'est le plus marquant, c'est celui qui est le plus qui est le plus nerveux aussi, qui a le plus d'action aussi peut-être. Ouais voilà, parce que là toute fin en fait faut se rappeler de Rogue One je trouve quand même pour apprécier la toute fin de la série. Enfin après voilà, K2SO on s'en souvient. Non mais faut se dire que voilà que quand il part à la toute fin, sans spoil on spoil là ici tu peux spoiler faut se dire il part sur sa mission, il va mourir, et en plus il a un fils et il le sait même pas, donc c'est triste, tu vois, enfin il y a un truc un peu il y a un côté hyper doux amer à la fin de Rogue One, mais de toute façon même toute la série, on va dire qu'il y a un côté un peu mortifère en fait, parce qu'on sait que les personnages, bon il y en a qu'on connaît pas évidemment, voilà, mais on sait qu'il y a la mort qui plane sur les personnages, que la plupart
ils vont y passer, quoi. Et c'est d'ailleurs même ce qu'il dit Stellan Skarsgård là dans son fameux monologue de la saison 1, de Luthen, où il dit qu'il verra pas un lever de soleil que lui-même il travaille à voir un lever de soleil qu'il ne verra jamais. Il le sait très bien que ils vont se sacrifier pour une cause qui est plus grande qu'eux, quoi, pour le coup. Donc il y a un côté un peu mélancolique, en fait, je trouve, qui marche bien, pour le coup. Même si j'ai pas pleuré, moi aussi. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'il y a de ça, complètement. Le super monologue de Luthen dans la saison 1, d'ailleurs, qui avait vachement marqué à l'époque. Et là, il y en a un autre, il y a celui de Mon Mothma au Sénat aussi, qui a fait beaucoup parler. C'est ça, ouais. Parce qu'en plus, elle dit génocide, quoi. Et bon, ça rappelle des trucs en ce moment. Voilà. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui gère bien, en fait, parce qu'ils savent que c'est pas, il y a de l'action, parfois, tu vois, mais la majorité de la série, c'est pas de l'action, c'est des personnages qui se cachent et qui, voilà, et c'est plus de la tension, en fait. Et je trouve que la série, elle arrive super bien à gérer la tension, en fait. Surtout que c'est pas facile de faire une série où il y a beaucoup de personnages qui sont à des lieux différents, et en fait, les tensions, en fait, les moments de tension, en fait, se nourrissent entre eux, en fait, de tous les endroits, parce que t'as souvent un montage alterné où, tu sais, il y a un personnage qui va avoir un moment de tension, genre Mon Mothma ou je sais pas quoi, qui va alimenter dans un montage alterné celui de Andor qui, je sais pas ce qu'il est en train de faire, ou voilà. Et en fait, il y a tous les moments de tension qui se cumulent alors qui sont techniquement pas liés, voilà. Mais en fait, il y a un gros montage alterné qui va faire monter la tension dans les trois, et je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. En fait, ces moments de montage alterné, quoi. Bah clairement, et ça me fait penser aussi, je me disais, il y a un truc qui fait très série, contrairement aux autres séries de Disney où je disais ça fait très film et tout, c'est qu'on a énormément d'intrigues. On a le côté de Mon Mothma, on a le côté de Luthen, on a le côté de Cassian, on a plein d'intrigues différentes, et il y a beaucoup de personnages, et le côté de l'Empire avec Cyril. Mais c'est pour ça que ça demande beaucoup d'investissement aussi, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours une mise en place où, comme Game of Thrones au final, il y avait c'est que t'es à beaucoup d'endroits différents, donc faut suivre aussi, faut être dedans. Mais après, je trouve que la série, en termes de rythme et tout, elle arrive plutôt bien à gérer ça, quoi. C'est-à-dire que, quand même, on n'est jamais vraiment trop perdu. Bon, même si, on peut être perdu dans certains dialogues, tu vois, dans certains enjeux, tu sais, parfois on est en mode, putain, mais alors c'est qui lui déjà et tout. Tu vois, c'est un peu, voilà. Mais en tout cas, en termes d'espace, par exemple, on n'est jamais vraiment perdu. Parce que je pense que, la série, elle utilise vraiment, pour parler un peu esthétiquement, la série, c'est qu'elle utilise vraiment bien ses espaces, quoi. C'est-à-dire que, dès les 3 premiers épisodes, il y a ce plan séquence où on suit Stellan et Mon Mothma, là, dans ces énormes espaces ou quoi, je sais pas s'ils ont bâti réellement tous ces espaces-là, mais contrairement à beaucoup de séries Star Wars et même de prod de séries télé, il y a pas de volume, quoi. Enfin, en tout cas, on le sent pas, le volume. Ah oui, là, non. Non, mais déjà, la saison 1, c'était un peu un élément de la promo, il disait, on a tout fait en réel, il y a pas de volume, on était dans les vrais décors, dans les forêts et tout. Donc oui, c'est pareil pour la saison 2. Mais je trouve que c'est pas mal important pour Star Wars, quand même, d'ici d'avoir quand même des décors assez différents, en plus assez travaillés et tout, et avec plein de figurants. Enfin, il y a vraiment de la vie, en fait, dans le cadre, quoi. C'est la série, on voit qu'elle a coûté cher, et ça se voit, quoi. On va dans beaucoup d'endroits, en plus, on va quand même dans pas mal de planètes, d'endroits plus ou moins attirants, on va dire, pour le coup. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que la mise en scène, elle est beaucoup plus travaillée, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des plans séquences et des séquences. Je pense que la séquence de danse à la fin de l'épisode 3, on a quand même pas mal marqué. La composition du cadre aussi, le placement des personnages dans l'espace et tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus travaillé que beaucoup de séries qui font vraiment de mise en scène télévisuelle, quoi, de certains autres, quoi. Oui, les autres séries, ça va plus être champ contre champ quand il va y avoir des dialogues, là, ils font plus des... Ouais. Ils travaillent beaucoup plus, oui. Ils se permettent aussi des plans beaucoup plus longs, et c'est là qu'on reconnaît direct... Des fois, les mises en scène télévisuelles, c'est champ contre champ, et puis ça s'arrête pas et tout. Là, quand même, ils se permettent beaucoup plus d'écart. Et les effets spéciaux, bon, voilà, on est chez Star Wars, c'est plutôt nickel en général. Chez LM, ouais. Bah, moi, je suis même assez impressionné dès le début avec Cassian, avec le vaisseau, là, qu'il arrive pas à contrôler, là. Mais, oui. Je me dis, putain, il est bien fait, le vaisseau, hein, putain, c'est fou, quand même. Ouais, non, mais vraiment, la production design et tout, plutôt bien respecté et tout. Bon, il y a ce côté aseptisé de l'Empire, etc., qui est bien représenté. Mais je trouve que, la série, elle a vraiment de la gueule, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, je trouve aussi, même, tu sais, la salle de l'Empire, là, où ils font un espèce de conseil qui est toute blanche et qui est énorme. Oui. Je la trouve assez folle, il y a des plans, là, vers la fin de la série où j'ai trouvé ça assez fou. Bah, ils ont bien bossé la DA de l'Empire, hein, sur le coup, parce que, ils ont vraiment respecté ce côté aseptisé qu'avait initié Lucas, hein, pour le coup, où, chez l'Empire, en fait, tout est blanc, ou noir, ou gris, tu vois, genre, c'est des fonds unis, les tenues très blanches, voilà, c'est très autoritaire, tu vois, très aseptisé. Et je trouve que, voilà, tous les lieux liés
à l'Empire, ça marche bien, et plutôt les lieux liés à la Résistance, c'est souvent des lieux un peu sales, un peu cachés, etc. Il y a cet appartement de Bix là, où dans la deuxième salve d'épisodes là, l'épisode 3 à 6, où ouais, il est tout sombre, il est un peu l'air dégueulasse, etc. tu vois, où les mecs se cachent, et voilà, je trouve que ça joue plutôt bien avec ça. Maintenant, c'est marrant parce qu'ils sont sur Coruscant, mais Coruscant dans la prélogie, c'est tout flamboyant et tout, ah oui, il y a plein de couleurs partout, et puis là, comme c'est contrôlé par l'Empire, ouais, c'est très gris, c'est très blanc et tout partout. Ouais. Ça, c'est très, voilà, c'est très aseptisé, quoi. Et de toute façon, la série est très terre à terre, en fait, aussi, faut le dire, c'est que c'est plus une série politique que de SF. Bon, voilà, c'est une série de SF, mais je veux dire, il y a pas le côté SF poussé. On verra pas 50 000 aliens, enfin extraterrestres dans la série, ou de planètes un peu loufoques avec de la verdure rouge avec des animaux, etc. C'est pas du tout le but de cette série-là, quoi. C'est vraiment d'avoir des personnages ancrés dans le sol, etc. Après, je suis d'accord avec toi quand même pour dire des défauts quand même à la série. C'est très verbeux. C'est très très verbeux, donc ça parle beaucoup. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué à suivre de savoir quel personnage est qui. Pour le coup, c'est hyper dense, hein, voilà. Parfois on est un peu perdu dans tous ces personnages, tous ces dialogues et certaines discussions. Et des fois c'est vrai que je suis un peu en mode attends, c'est qui ce mec là, de qui il parle là, c'est un agent double et tout. Tu sais, des fois t'es un peu du père, quoi. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu le problème que j'ai eu dans les premiers épisodes. C'est, il y a beaucoup de noms qui sortaient et j'étais en mode, mais de quoi il me parle? Et puis des noms aussi de l'ordre, des planètes, etc. C'est ça. Donc ça, ouais, faut s'accrocher, quoi. Ouais, faut s'accrocher. Et je me dis, j'ai peut-être fait une erreur dans le sens où j'aurais peut-être dû remater la saison 1 juste avant la saison 2 parce que c'était un peu compliqué des fois. Ou le récap, je sais rien. Ouais, peut-être. Bon, parlons quand même de la grosse force d'Andor, c'est les personnages, et des personnages vraiment ancrés dans le sol, c'est-à-dire qu'on suit leur quotidien, et c'est ça que j'aime bien, c'est on leur donne vraiment vie, quoi. C'est pas juste des héros, pas juste liés à une fonction, c'est-à-dire qu'ils ont des boulots, ils ont des galères, que ce soit l'Empire ou les rebelles, hein, d'ailleurs, et c'est vraiment la nuance, d'ailleurs, elle est plutôt là, c'est qu'on nous montre des êtres humains avant tout, avant d'être des résistants, des rebelles, etc. On les voit tomber amoureux, on voit leurs moments où ils sont heureux, où ils rigolent, leur travail, mais aussi les moments où ils sont déprimés comme pas possible, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir des vrais personnages plus que des personnages fonction, quoi. Ouais, complètement. Bah, ça me fait penser même du côté de l'Empire, puisqu'avec Cyril qui se met en couple avec... Ouais, le couple improbable. Ouais, avec des draps méros. Ouais, le couple improbable, mais il y a tout un moment où c'est avec la mère du personnage de Cyril. Hein. Et c'est juste un moment de vie, en fait, sur le coup, c'est juste une histoire de couple, ça raconte pas plus, en fait, sur le coup. Oui, mais ça te permet tout de suite de croire en les personnages, tu vois. De croire qu'ils ont une vie en dehors de la caméra qui les filme à ce moment-là, quoi, pour le coup. Mais ouais, moi j'aime bien ce côté, en fait, un peu débrouillardise, on nous montre des êtres humains, genre j'adore, genre le début en dehors, il tombe sur 2 camps de brigands qui se foutent sur la gueule, tu vois. Et pendant 2 épisodes, tu vois. Et j'aime bien que la série, parce que ça fait pas forcément avancer l'intrigue, mais j'aime bien que la série se permette ses pas de côté, en fait, parce que je trouve que ça donne, c'est bizarrement, c'est le Star Wars qui donne le moins vie à l'univers à travers ses aliens, à travers des planètes, etc. Mais par rapport à ses personnages, je trouve que ces pas de côté avec ces genres de brigands qui se foutent sur la gueule, ça donne vraiment vie à l'univers, en fait. Donc, se dire, ok, en dehors de l'Empire, des héros et tout ça, il y a des gens aussi qui se battent pour avoir un vaisseau, pour juste le contrôler, c'est juste des brigands, quoi. Et même les persos un peu random, où tu peux te dire, on leur donne un petit peu de caractérisation, tu vois. Même des persos qui sont un peu loin, etc. Et je pense le meilleur exemple de ça, où on voit vraiment que la série se déploie avec le temps, c'est l'assistante de Stellan Skarsgård, de Luten. C'est-à-dire que ces persos qui paraissent vraiment random, quand tu regardes le début de la saison 1, on te dit, oh, bah, c'est son assistante qui l'aide un peu, tu vois. Elle prend une importance et à la fin, enfin, t'es vraiment triste pour ce personnage, quoi. Vraiment, c'est ça qui est vraiment la force de la série, quoi. Ouais, de fou. D'ailleurs, petite anecdote, l'actrice, c'est son premier rôle. Après être sortie de l'école d'acteurs, je crois. Donc, ouais, pas mal. En plus, elle a tout un épisode un peu à elle, l'épisode 10. Ouais, elle est trop bien, cet épisode, moi, j'ai trouvé aussi. Voilà, et super épisode, où ça repose beaucoup sur elle. Et il y a la scène où elle tu sais, elle pousse un extraterrestre mémé là sur une chaise handicapée, et elle est trop drôle cette scène. Mais l'épisode est bien et tout, et ouais, elle arrive bien à retranscrire les émotions, quoi, parce que elle est pas bien parce qu'elle va aller buter du Ted, mais il le faut pour la rébellion, quoi. Mais sans en faire trop aussi, hein, c'est ça que j'aime bien dans la série, c'est qu'elle est pas elle pourrait en faire beaucoup trop au niveau émotion sur les morts des personnages, et comme elle se veut un peu réaliste, je trouve que c'est bien l'idée aussi qu'il y ait des morts assez brutales, quoi, tu vois, en mode c'est la guerre, il y a des persos qui meurent. Je pense à la sœur de Motma qui voit le personnage dont elle est amoureuse mourir, malheureusement extrêmement
brutalement, quoi, en fait, dans l'épisode 6, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est comme ça, quoi, tu vois, c'est des résistants qui se battent et voilà, la mort, elle arrive et voilà, et Cyril, c'est le meilleur exemple aussi d'une mort hyper brutale d'un perso que t'as suivi pendant, je sais pas combien de temps, ils en font pas trop, tu vois, ils appuient pas l'émotion, oui. c'est juste, la série est juste cruelle avec ses personnages et voilà, quoi, ça marche plutôt bien, parce quoi. que ouais, il suit Andor depuis 2 saisons et puis Andor, il le voit, il fait, vous êtes qui? Donc. Ouais, il meurt et puis voilà, quoi. C'est fini pour lui, quoi. Et j'aime bien aussi, d'ailleurs, là on parle de Cyril, mais voilà, l'Empire, c'est pas les méchants. Exactement. Enfin, l'Empire, le système est un méchant, oui. mais les persos qui le constituent, c'est pas des méchants aussi, quoi. C'est-à-dire que ils sont, par exemple, le personnage de Dedra, ils sont victimes d'un système, quoi. Voilà, c'est ça. Et Cyril, c'est bien de montrer ça aussi. C'est un mec qui était dans un système et qui se rend compte en côtoyant la résistance que bon, le système qui sert est pas forcément le plus vertueux, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont vraiment humanisés, quoi. Et à l'inverse, les rebelles qui sont beaucoup humanisés. Il y en a aussi qui sont déshumanisés par les actions qu'ils font aussi, quoi. Et on parlera du perso de Stellan Skarsgård, qui est un des meilleurs le meilleur perso de la série, pour le coup, qui est vraiment super à ce niveau-là, quoi. Mais t'as parlé de l'aspect politique de la série, et c'est vrai que la série fait quand même face. Star Wars, ça a toujours été politique, hein. N'écoutez pas des gens sur Twitter qui vous disent que. Ça s'appelle Wars, guerre, c'est politique, hein. Mais n'écoutez pas les gens qui vous disent que Star Wars n'est pas politique. Voilà. C'est des gens qui ne font semblant, soit de pas connaître ou vraiment c'est abusé. Mais en tout cas, il y a un aspect politique qui fait face à certaines actualités quand même. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un empire qui veut provoquer des actes de rébellion pour justifier ses interventions quand même. C'est quand même, ça rappelle énormément de choses de notre actualité quand même. C'est assez fou, quoi. Oui, bah, c'est que je parlais quand Madame était au Sénat et qu'elle fait tout un discours super, là, et qu'elle dit bien, génocide, et que ça, après, ça, tout le monde fait, non, enfin, ça commence à gueuler et tout, quoi. Et ça rappelle des choses actuelles, effectivement, ouais. Bah, c'est ça. Des super épisodes aussi. Un mot assez controversé où, voilà, où l'emploi de ce mot a été beaucoup discuté et tout, et là, la série, elle retranscrit un peu ce niveau, des moments un peu, enfin, j'ai dire des moments réels. Mais en tout cas, une thématique qui est aussi présente aujourd'hui, quoi. Je sais pas, enfin, je pense que c'est assez conscientisé de la série, hein, pour le coup. Mais j'aime bien aussi qu'on monte un peu le bourrage de crâne, en fait, de l'Empire qui diffuse des fausses informations à la télé, par exemple, ou des informations hyper orientées pour manipuler l'opinion publique, etc. C'est des choses qu'on a vues, hein, qui existent, évidemment. Et je trouve que c'est plutôt bien géré, quoi. Et effectivement, le côté résistance aussi, t'as dit, montré avec des acteurs français qui parlent une langue qui ressemble au français, qui est un genre de. Ouais, c'est ouf, ça. De fausse langue, mais avec des accents français. Ils ont pris des acteurs français, etc. Et oui, bah voilà, pour montrer une rébellion des résistants. Effectivement, nous, voilà, on est les Français, on est les résistants. Mais oui, je trouve que ça marche plutôt bien. D'ailleurs, la planète, qui est un gros enjeu dans toute la série, elle ressemble beaucoup à Paris, hein, d'ailleurs. Un genre de vieux Paris, pas fait gaffe, un vieux quartier de Paris. Ça m'a sauté aux yeux certains plans de la ville. Pour le coup, ça fait très Paris. Tu remarqueras. Donc je pense que c'est assez fait exprès pour le coup, mais c'est sympa, le petit clin d'œil pour le coup. ça nous fait plaisir. Mais dans l'aspect politique, il y a aussi un peu, je trouve, il y avait déjà ça beaucoup dans la saison 1, mais l'aliénation au travail. Tu sais, avec Narkina Six, là, dans la saison 1, avec la prison, où il était Cassian, mais il y a un peu ça avec Cyril aussi, quoi, qui est avec oui, tous les sous-traitants, même Dedra est soumis à un certain système, on en reparlera après, mais qu'elle agit comme elle agit pour pouvoir gravir des échelons et du coup, bah, en fait, ce côté froid et tout, et un peu déshumanisé, s'explique aussi par ce système, en fait, qui force les gens à être comme ça, quoi, pour le coup. Et au final, d'ailleurs, même en ayant voulu servir le fascisme et tout, au final, ils vont devenir victimes du fascisme parce qu'à la fin, Dedra, elle est en prison, quoi. Donc, c'est ça qui se passe dans certains régimes, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es dévoué à la cause que, pour le moindre petit écart, tu peux te faire, voilà, emprisonner et devenir celui que tu combattais, quoi. Devenir celui que t'oppressais, quoi, en un claquement d'œil. Et j'aime bien aussi le côté espionnage de la série, pour le coup, surtout au début, parce qu'après, comme je l'ai dit, ça pète beaucoup, même si l'épisode 10, il y a ce côté-là, d'infiltration, il faut se cacher, etc. Mais moi, j'aime bien le double jeu constant, je pense au mariage, tout le débat autour du mariage de Mom Mothma, que j'aime beaucoup, enfin, les 3 premiers épisodes, tous ces passages, je trouve super. C'est ça, exactement, qui est un gros enjeu, où tous les personnages font semblant, en fait, avec tout le monde, où ça se joue beaucoup sur les regards de Luten qui regarde Mom Mothma, qui se dit, est-ce qu'elle va nous trahir? Est-ce qu'elle va se faire choper? Est-ce que, la personne qui l'aide, elle va la trahir, etc. Et ça se joue sur les petits chuchotements, sur les couloirs et tout. Il y a un vrai aspect paranoïaque, en fait, qui est créé à ce moment-là, et je trouve que ça marche super bien dans la série, quoi. Il y a aussi
Andorre qui prend une autre identité quand il va dans sur la planète où il y a des Français là qui se fait passer pour un architecte, je crois, ou je sais plus exactement. C'est ça. Ouais, bah il y a aussi tout l'arc d'espionnage en fait de 4 à 6 qui est super aussi, où en fait on suit tous les personnages, on suit la résistance qui va aider les résistants de cette planète française, donc on les voit comment ils s'organisent, comment ils vont essayer de convaincre Cyril de les rejoindre, mais aussi Cyril de son côté, comment comment Dedra lui dit de faire certaines choses, donc pouvoir manipuler les autres. Du coup il y a un jeu de double dupe qui se joue en fait à ce moment-là, et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt entraînant, je trouve, quoi, ces passages là, quoi. C'est bien écrit, tu sais pas vers où ça va aller, parce qu'il y a un peu les doubles jeux, quoi, d'un peu tout le monde, quoi. C'est ça. Et en parlant des personnages, peut-être Cassian Andor, parlons de lui. Est-ce que c'est un personnage que t'as plutôt apprécié, parce que c'est pas souvent le plus cité, hein, Cassian Andor, hein, quand même. Dans la série? Oui, en tout cas d'apprécier, le plus apprécié, etc., quoi. Non, c'est pas le plus apprécié. Après, j'aime bien quand même, je trouve que Diego Luna, je le joue très bien, il est super, il est mieux que dans Rogue One, je trouve. Mais je trouve que dans il me semble que c'est dans les 4, 5, 6, il est un peu effacé quand même, je trouve, on le voit pas beaucoup. Mais après, c'est un perso qui est aussi très, il parle pas beaucoup, c'est un perso assez taiseux, un perso assez, est-ce que tu t'attaches à lui vraiment? Ouais, lui, quand il est avec Bix, ouais. Quand il est avec Bix, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. Quand même, sa relation avec Bix et tout, elle est assez touchante, tous les deux qui s'entraident, etc. Après, effectivement, pour moi, c'est pas le perso qui me stimule le plus. Tu vois, en vrai, Cassian Andor, même si je le trouve quand même plus appréciable que la saison 1. La saison 1, j'étais vraiment, ces flashbacks et ces trucs-là, je m'en foutais complètement, je t'avoue. Mais là, le fait qu'il ait vraiment trouvé son but, en fait, contrairement à la première saison, qu'il est vraiment devenu un résistant, un rebelle, hein, là, pour le coup. Voilà. Là, ça lui donne vraiment un but, alors que dans le premier, il cherchait un peu son but, donc il traînait, il savait pas trop ce qu'il faisait, il vaquait un peu de groupe en groupe, etc. Là, je trouve qu'il y a un truc un peu stimulant avec Bix, dans leur relation et tout ça, que je trouve plutôt bien faite. Je trouve il y a une vraie alchimie entre eux, et je trouve que, oui, il y a une vraie tension entre eux, quoi, amoureuse et tout. Donc ça marche plutôt bien. Et Bix, c'est un personnage que je trouve pas mal aussi, qui est plein de traumas, voilà, qui a plein de problèmes et qui essaie de les surmonter comme elle peut. Donc je pense que c'est par Bix que je m'attache un peu à Andor, en fait, dans cette saison. Ouais, je pense aussi. Même s'il y a un moment que j'aime bien à Cassian, c'est quand il va sauver Mon Mothma du Sénat, là. Oui. Et qui bute deux personnes en 30 minutes, là, même pas, et c'est assez drôle, je trouve. Mothma qui panique, parce qu'elle voit des gens se faire tuer en 2 secondes, mais bah oui, elle a pas l'habitude. Ça montre 2 mondes différents, quoi. Ça montre 2 mondes complètement différents qui savent. En fait, c'est à partir de ce moment-là où elle bascule dans la résistance, et donc là, forcément, il y a des choses qui vont se faire, quoi. Il y a des meurtres, il y a des trucs et tout. Elle était dans des petits trucs d'espionnage de politiciens, quoi. En fait, ça se joue sur des discussions, des trucs comme ça. Il y a pas de trucs violents, et là, vraiment, elle rentre dans la violence, clairement, quoi. Que Andor, il est obligé de se farcir, quoi. T'es plus dans ton monde de politiciens, là. Voilà. Mais j'aime bien les parallèles qu'il y a, évidemment, entre Bix et Cassian, mais aussi avec Cyril et Dedra, en fait, parce que c'est, on va dire, le couple qui paraît le plus naturel de la série contre le couple le plus improbable, peut-être, Cyril et Dedra. Et il y a beaucoup de parallèles, en fait, entre eux, où, en fait, Bix et Cassian, ils vivent dans des endroits qui sont pas très propres du tout, en fait, très sombres, mais en même temps, ils ont une vraie intimité, une vraie alchimie entre eux, même un peu une tension sexuelle, même à certains moments, pour le coup, dans du Star Wars, qui est, bon, voilà, on n'est pas sur c'est pas un truc interdit au moins de 16 ans où on va avoir du sexe, mais il y a un peu une tension, voilà, quoi, où ça en parle un peu quand même. Et de l'autre côté, c'est hyper aseptisé, quoi. C'est-à-dire, leur relation de couple, c'est pas du tout intime, quoi, entre Cyril et Dedra. Il y a pas du tout, je sais même pas si dans le même lit, quoi, tu vois, certains moments. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'elle est hyper froide et ferme, lui aussi, mais elle, c'est vraiment, voilà, elle est très froide, très fermée, etc. Et tu vois le contraste qu'il y a entre les deux, quoi. C'est le manque de passion, quoi, entre les deux, quoi. C'est assez fou, quoi. Ouais, le personnage de Dedra, de toute façon, il est ultra froid, pire que Cyril. Il y a une scène avec Dedra que j'aime bien avec Krennic, là. Oui, à la fin. Il pose son doigt sur la tête. Et pareil, ils ont dit c'est Ben Mendelsohn qui a improvisé ça. C'était pas dans le script, quoi. Ça n'a aucun sens, mais je trouve que c'est marrant. Si, en vrai, après c'est un peu dans ta gueule, quoi, mais c'est genre, le contrôle, quoi, tout simplement. Oui, non, mais c'est ça. Tête, voilà, c'est pas subtil. Mais après, effectivement, je le trouve tellement bon, Ben Mendelsohn, moi, dans le rôle de Krennic. Il est très peu présent, hein, mais quand il est là, il est, tout de suite, il y a une montée en tension, quoi. Il est hyper prenant, quoi, dans son rôle. Tu vois, il est hyper pris pour son rôle et tout. Je le trouve assez terrifiant parfois. Et c'est vrai que le côté un peu dénué d'émotion de Dedra pourrait me repousser d'elle, mais je trouve que c'est bien fait dans la série, parce que comme je l'ai dit avant, c'est en fait dans l'empire où elle est, dans la place même où elle est, dans le conseil où elle travaille, c'est la seule femme. Et c'est dit aussi dans la première saison, c'est que en fait, en tant que femme, pour arriver là où elle en est, je pense qu'elle a dû aussi s'adapter et donc
avoir cette attitude beaucoup très froide, dénuée d'émotions, c'est aussi ce qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là de grade, en fait, tout simplement. Son envie de gloire, c'est qu'il a totalement déshumanisé profondément, c'est ce qui lui a permis d'atteindre ce niveau. Donc c'est pour ça aussi qu'elle elle a embrassé totalement cet état d'esprit des généraux de l'Empire, quoi. Mais j'ai quand même un peu de peine pour elle, parce que... Ouais, au final aussi, ouais, bizarrement. On se rend compte aussi, dans l'épisode où... malheureusement Cyril meurt, où elle aussi ça l'affecte, quoi. C'est-à-dire qu'elle se rend compte aussi qu'elle l'aimait, même si elle est très très froide, etc. Elle le manipule, elle le domine clairement dans sa relation, mais tu vois, elle prend quand même sa défense vis-à-vis de sa mère aussi, hein, la mère de Cyril. On a cette scène de repas où elle est horrible, sa mère, vraiment, avec Cyril. C'est-à-dire que elle nous permet même d'entrer en empathie avec les persos de l'Empire, en fait, cette mère, parce que tu te dis, en fait, lui aussi il a une mère insupportable, tu vois, tu te dirais quand même, ça doit pas être facile tous les jours d'avoir cette mère-là, et elle prend un peu sa défense. Et après la fin, c'est-à-dire que avec tout ce qu'elle a donné pour l'Empire, hein, il y a ce côté de, elle est du côté des méchantes, des méchants, il y a rien à dire, mais sur le coup, elle a tellement donné tout ce qu'elle avait à l'Empire, tu vois, elle s'est tellement dévouée, et au final, tout ça pour se retrouver enfermée, ça, tu te dis, quand même, c'est dur, c'est très dur quand même pour elle, quoi. C'est très dur, ouais. Mais en plus, quand tu parlais de la scène avec Cyril, là, cet épisode, où il y a la guerre, là, où il y a la baston. Mais tu vois aussi qu'à la base, elle n'était pas trop chaude pour donner l'ordre de tirer, hein. Oui, elle a 2-3 états d'âme pour le coup, mais ouais. Bon, elle, voilà, à un bon moment, elle se plie clairement aux règles, quoi, aux règles, tu vois, et elle manipule clairement Cyril, quoi, à un moment pour qu'il fasse ce qu'il veut, quoi. Et Cyril, c'est celui évidemment qui va un peu être beaucoup plus trouble parce que lui, il va côtoyer des rebelles, en fait. Il va côtoyer la résistance, donc il va comprendre en fait tout de suite les enjeux et être au cœur de qui dit la vérité ou le mensonge, parce que ça c'est au cœur de Andor, c'est la quête de la vérité, et de la manipulation de la vérité, des mensonges, etc. Et lui, comme il sait la vérité, ça le dégoûte complètement de l'Empire, parce que lui, il croit vraiment que l'Empire, il a dû vivre toute sa vie là-dedans, et en mode, c'est un peu l'autorité que je sers, et c'est pas forcément les méchants, quoi, tu vois. Et là, dans le truc, il se rend compte que quand même, ils ont été un peu brainwash et tout ça, quoi. Et effectivement, là aussi, du même que Dedra, où sa fin est complètement tragique qu'à Dedra, parce que voilà, tout ce qu'elle a donné à l'Empire a fini comme ça. Et lui, la confrontation finale avec Cassian, au final, il meurt. Et en fait, au final, Cyril, tu te dis, putain, il méritait pas ça quand même. Même si, au début de la série, tu te dis, c'est un enfoiré d'agent, de trucs. Et la série, elle est forte pour te retourner ça et te dire qu'au moment où le mec commence à se rebeller contre l'Empire, et en fait, il y a quand même sa haine, toute sa haine qu'il avait sur Cassian Andor, qu'il a cultivé pendant des années, hein, pour le coup. Alors que Cassian Andor, il sait même pas qui c'est, pour le coup. Voilà, c'est assez triste, quoi, comme fin. C'est un peu triste. En plus, c'est tellement de manière froide, c'est d'un coup, bim, et puis il est mort, quoi. C'est assez choquant, surtout que la dernière ligne de dialogue qu'il entend, ça le résume bien, quoi. C'est-à-dire que le Cassian Andor qui lui dit, qui es-tu? Et voilà, et à ce moment-là, lui-même, il sait même plus qui il est, je pense. Il sait même plus s'il est du côté de l'Empire, du côté des résistants. Oui. Et bon, voilà, il meurt après directement et c'est terminé, quoi. Mais vraiment, ce duo de personnages, c'est un des duos les plus, bizarrement les plus intéressants, tu vois, alors que c'est pas du tout les plus attachants au premier abord, mais les plus intéressants qu'on ait eu dans tout Star Wars, hein, je crois. Hein. Ouais, ça fait partie des meilleurs persos, clairement. Et Luten, voilà, moi, c'est peut-être l'un des meilleurs persos de tout Star Wars, de tout l'univers Star Wars confondu, quoi. Vraiment, c'est déjà juste l'interprète, parce qu'on parlait de tous les persos qu'on a cités, ils jouent très très bien, mais Stellan Skarsgård, il a un niveau, je le trouve vraiment parfait, quoi. Chaque réplique et tout, chaque mouvement, il est vraiment, je le trouve vraiment habité, quoi, par ce perso de Luten, quoi. Ouais, il est génial. Déjà dans la saison 1, il était super et tout. Voilà, il est au même niveau. Hein. Et puis le fait qu'il a deux personnalités là, avec sa petite perruque et son petit sourire là, quand il est en mode tout, quand il va chez les politiques et tout. Puis après, quand il va voir les rebelles, il a les cheveux courts et puis il fait la gueule et tout. Mais t'as l'impression il a deux persos différents. Enfin, c'est ça. C'est toute la série. Il joue des jeux de dupes, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement habité en fait par ses personnages, par son. De toute façon, lui, il a complètement sacrifié tout à la cause, quoi. C'est ça qui est fou avec le personnage, c'est qu'il est complètement dévoué à la cause, etc. Donc, en fait, il maîtrise parfaitement ses personnages, quoi. Sa petite perruque, il met soin d'être parfaitement présentable à ce niveau-là, et de quand il négocie en tant que résistant, il est aussi parfait dans son rôle, quoi. Il est vraiment parfait. Mais ce qui est intéressant avec son personnage, c'est qu'il est tellement extrême, son personnage, dans son dévouement de sa cause de résistance, qu'il en est au final aussi déshumanisé que l'Empire, en fait. C'est ça qui est assez intéressant avec ce personnage. C'est qu'il est presque aussi humain que l'Empire, quoi. Ouais, il me semble qu'il a sacrifié des rebelles pour arriver à sa fin à certains moments, etc. Ouais. C'est ça. Il est complètement dévoué à la cause en mode,
s'il y a des sacrifices à faire, on va les faire, quoi. Et c'est pas grave, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a des gros conflits avec Cassian, même avec un peu Mon Mothma, c'est qu'il est en mode il faut se dévouer complètement à la cause. Il veut pas que les gens se mettent en couple, parce que si les gens se mettent en couple, bah ils vont tomber amoureux et avoir des réflexions et des décisions stupides. Pour lui, il faut tout sacrifier, quoi. Il faut absolument tout sacrifier pour que la résistance l'emporte et que l'Empire soit renversé, quoi. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que là, dans l'épisode 10, on a un peu le pourquoi il est devenu comme ça. Parce qu'en fait, il travaillait pour l'Empire et en fait, il supportait plus d'entendre des civils se faire tuer par l'Empire et tout. Donc, et puis après, il trouve son assistante là, il trouve une petite fille, c'est son assistante et tu le vois faire d'ailleurs un de ses premiers coups parce que en plus il est sur la planète c'est la première fois qu'on voit la planète Naboo, je crois, depuis l'épisode 1. Oui. C'est un truc de fou. C'est la planète où est né Palpatine, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la planète où est né Palpatine et d'ailleurs c'est pour ça qu'il lancerait un attentat à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que c'est la planète de l'empereur, quoi. Oui, pour marquer le coup, quoi. Mais c'est bien parce que ce flashback, il est pas, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'ils vont dénaturer tout le personnage? Et en fait, ça dévoile évidemment pourquoi il est comme ça, mais pas, tu sais, c'est pas, ils en font pas trop, je trouve, tu vois. C'est-à-dire que on comprend très vite, ok, il en a marre de tuer des civils, puis on va pas te faire un flashback comme il y avait dans la saison 1. Je suis désolé, mais pour Andor, sur sa famille, pendant 3 épisodes, où t'en pouvais plus, sur sa famille, etc. Là, c'est genre, très rapidement, on te reprend qu'il a trouvé cette fille, qu'il a, après, tu sais, en plus, j'adore parce qu'on voit comment il lui apprend, en fait, à être comme lui, à être déshumanisé, à ne pas, complètement être dévoué à la cause, hein, pour le coup. Et je trouve que la fin de l'épisode, elle est plus fort émotionnellement, parce que le moment où elle débranche clairement Stellan, on voit qu'elle est un peu triste quand même, que même avec toute cette déshumanisation, elle a quand même un petit truc. C'est un peu son père spirituel quand même, quoi. Oui, ce que j'allais dire. Ouais, et c'est très en retenue, etc. Parce que c'est très dans son personnage, mais je trouve que c'est le moment en tout cas qui m'a le plus touché de la série, quoi. Ouais, je pense aussi. Et tous les oppositions à Cassian, évidemment, je trouvais ça plutôt pas mal, Stellan Skarsgård et tout, que même les résistants, c'est ça, même Mothma et tout ça, on limite plus peur de lui que de l'Empire, tu vois. À certains moments, ils se disent, en fait, si le mec a des soupçons, il va me tuer, quoi. Enfin, on va engager quelqu'un pour me tuer. Mothma, elle se dit ça, le mec va me sacrifier, quoi. Il va me tuer pour pas que je dévoile des infos sur le truc et tout, si je me fais choper, quoi. D'ailleurs, ils ont une discussion après quand Cassian lui revient avec des infos parce qu'il a été sauvé, l'assistante. Ils ont pas envie d'y croire parce qu'ils disent, ouais, ça vient de Luthen et tout, ils sont pas d'accord avec ses façons de faire, etc. Donc il y a un peu un débat sur est-ce qu'il dit pas n'importe quoi, etc. Enfin, ils ont pas confiance en lui de fou, à part Mothma quand même, parce qu'elle l'a sauvé quand même. C'est ça, mais ce que j'aime bien aussi, c'est Cassian Andor qui, à la fin, quand il est mort, il prend un peu sa défense aussi en disant que il reconnaît que ce mec a tout sacrifié, tu vois, pour la résistance, quoi. Pour que ça se trouve, sans lui, il y aurait jamais eu la résistance, même d'ailleurs, potentiellement. Bah oui. Tout ce qu'il a fait pour la résistance, et qu'il est en train de dire, en gros, de te reconnaître un peu que le mec, voilà. Même jusqu'à sa mort, il a tout donné, quoi. Parce il s'est fait harakiri, quoi, à la fin, il s'est fait, fait seppuku, comme disait dans Shogun, quoi. Tu vois, c'est un peu, jusqu'à la fin, il s'est sacrifié, quoi. Mais après, Mothma aussi, elle s'est beaucoup sacrifiée. On parle de sacrifice, mais elle aussi, elle sacrifié sa fille, quoi, carrément, quoi, pour l'Empire, etc., quoi. Donc voilà, quoi. Sacrifier sa fille, sacrifier sa carrière politique aussi, hein, parce que quand elle fait son discours, voilà. C'est ça. Elle sait que ça va pas bien se passer derrière, voilà. Et je disais, Luthen, il a été la sauver au final en envoyant Cassian pour l'exfiltrer de la planète, quoi. Donc, si, ça, des gros moments d'espionnage et de tension, parce que tu sais, elle sait pas, elle, sur qui se fier. Tu vois, à ce moment-là, elle se dit, attends, lui, il est avec moi ou pas? Et lui, est-ce qu'il est vraiment avec Luthen ou quoi? Enfin, bref. C'est assez bien la phrase. J'ai des amis partout, je crois que c'était ça la phrase. C'est ça. Mais par contre, moi, je suis dégoûté d'un perso qui est mort, c'est l'infiltré de l'Empire, là, avec la petite moustache, roux, là, le roux. Ah, oui. Oh putain, mais ça, c'est terrible aussi. Comment il meurt. C'est Luthen qui le tue, quoi. C'est terrible aussi, tu vois. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais qui est aussi hyper froid, quoi, hyper brutal, quoi, dans ses morts, etc., quoi. Tu comprends pourquoi il l'a tué, parce qu'en fait il avait trop d'infos, quoi, et voilà, donc mais ça fait chier parce que le perso il te dit il a tout ça, j'ai une famille, voilà, j'ai ma fille, enfin mon fils, je sais plus, enfin il dit qu'il a une famille, en gros, il veut juste rejoindre sa famille, alors qu'en fait il a tout fait pour Luthen, en plus, il a tout donné et tout. Oui, c'est ça. Mais au final, voilà, quoi. C'est triste. Et même aussi, d'ailleurs, on parle de gens qui se sacrifient. À la fin, le général, celui qui gère un peu tout le conseil, se tue aussi.
se tue, se suicide d'une balle et tout, parce qu'il sait qu'il va être, il sait très bien son destin vu qu'il a merdé. Au final, c'est lui c'est Dédraque après aussi qui est parti en prison, mais lui aussi, il est dans la merde, quoi. Il sait que il a merdé sur les plans de l'Étoile Noire, en fait, et du coup, il sait qu'il a plus d'avenir aussi, et tellement il y a une pression forte dans cet empire fasciste, en fait, qui broie en fait tout le monde, hein, que ce soit les gens qui y adhèrent, que les gens qui sont contre, en fait, tout simplement. Que en fait lui se retrouve avec une telle pression qu'il sait qu'il fait il n'a plus d'avenir et il se bute, quoi. Et c'est terrible aussi pour ce perso, je l'aime pas, hein, je le déteste, mais je suis en mode même sur lui en fait se pèsent les enjeux de cet empire fasciste, quoi. C'est terrible, quoi. Ouais, comme quoi le fasciste ça fait du bien à personne et ça tue tout le monde, même ceux qui veulent le servir au final. C'est ça. Il peut se débarrasser de toi en une claquement de doigts, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça montre enfin pourquoi l'Empire est un empire qu'il ne faut pas avoir, qu'il ne faut pas avoir un empire fasciste dans Star Wars. Il faut pas voter extrême droite non plus dans le monde, voilà. Par contre, il cite le nom de Galen Erso, il me semble que c'est le père de Jean. C'est ça, c'est Mads Mikkelsen, ouais. C'est Mads Mikkelsen. Hein. Bon, on le voit pas, dommage, mais parce que j'ai non, on le voit pas. Après, je suis content que la série ait pas fait trop de clins d'œil. K2SO était déjà là et bon, évidemment qu'en fait il était obligé d'être là parce que en fait les derniers épisodes se passent juste avant Rogue One, donc forcément K2SO il est censé être déjà là pour le coup, mais tu vois qu'ils ont pas forcé le trait à ramener Dark Vador, à ramener tout le monde, etc. Tu vois juste Chronique, je trouve que ça suffisait, et K2SO c'était dans la logique, voilà, aussi, et pour le coup, et ça marche super bien, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, quand tu vois l'Étoile Noire avec Chronique juste derrière, devant et tout, qui est quasiment fini et tout ça, j'avoue que, tu vois, ça m'a donné envie de revoir Rogue One, quoi. Oui, tu m'étonnes. Mais K2SO est génial aussi dans la série. En plus, ils sont flippants, je trouve, les robots là, quand ils butent des gens. C'est un truc de fou. Là, à la fin, là, dans le dernier épisode, il prend il prend des mecs de l'Empire et ils l'utilisent en bouclier, là. Il est complètement fou, le robot. Ouais. Mais je te trouve super drôle aussi, K2SO, il est super sympathique, quoi, en fait, comme personnage, il est super. Et il y a plein de persos secondaires de Rogue One qui sont super, et celui-là, il était vraiment bien. Et voilà, Ista, peut-être t'as quelque chose à rajouter? Pas spécialement, je crois pas. Bon, on a fini, pour le coup, donc rendez-vous dans prochaine épisode Star Wars sur Mandalorian et Grogu dans 1 an. Donc voilà, on a le temps. Et voilà, on se retrouve. Mais ce sera le retour de Star Wars au cinéma, hein. C'est ça, après 2019. Donc oui, ça fait un moment. Voilà, ça fera 7 ans. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Mission Impossible et de Lilo et Stitch. Donc on verra si c'est du même level. Et voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air ou les 5 étoiles selon votre plateforme où vous nous écoutez, à nous suivre sur toutes les plateformes où on est disponible, Spotify, Apple Podcast, Acast, Podcast Addict, Deezer, etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.